Donc aujourd'hui, je vais vous faire un focus sur nos deux principaux cas d'usage sur lesquels on s'est concentré cette année autour de la réalité augmentée. Donc le premier concerne, c'est ce qu'on va voir sur l'image de gauche, des procédures guidées en étape par étape. Donc on parle d'une application qu'on a développée en interne chez Airbus, sur laquelle je viendrai un peu plus en détail par la suite. Le but est vraiment d'accompagner nos utilisateurs, donc des utilisateurs Airbus en interne, sur l'installation et la dépose d'ensembles qui sont complexes en termes de tâches. Donc de vraiment aller dans de l'accompagnement avec des informations additionnelles pour leur permettre de faire ça de bonne qualité, mais aussi de gagner du temps dans la compréhension et la réalisation de ces tâches-là. Donc les deux leviers de valeur qu'on recherchait, c'était la compréhension et le gain de temps dans toute cette réalisation. J'y reviendrai un peu plus tard. Un deuxième sujet sur lequel on a travaillé cette année, c'est l'assistance à distance, avec de la réalité augmentée aussi. Donc là, on est parti sur une solution sur étagère qui s'appelle Sphere, qu'on a installée sur nos serveurs. Le but, c'est d'accompagner un utilisateur qui est devant un hélicoptère ou devant une pièce d'hélicoptère, qui est accompagné par un expert qui est à son bureau, à distance, dans un autre site ou dans un autre pays, et dans lequel ils vont pouvoir interagir pour guider l'opérateur, par exemple en lui entourant une pièce ou bien en lui affichant du contenu additionnel qui est possédé par l'expert. Donc là, on est dans un portage qui est sur plusieurs types de hardware, de systèmes. On a aussi bien les lunettes HoloLens qui sont utilisées chez Airbus, mais le smartphone, la tablette, le PC pour l'expert. Et le but, c'est vraiment d'accompagner dans la résolution de problèmes et de gagner du temps dans cette résolution, aussi bien aussi le temps de déplacement, d'envoi d'un expert physiquement sur place. Donc ces deux solutions, la première sur les étapes par étape a été déployée les dernières semaines et Remote Assistance va être déployée d'ici la fin du mois. Donc on est vraiment dans un usage industriel et ce que je voudrais vous expliquer maintenant, c'est le chemin qu'on a dû parcourir pour en arriver là dans un monde comme Airbus où on a un certain nombre de règlements et de contraintes à respecter pour y arriver. Donc à partir de maintenant, je vais faire un focus sur la partie de gauche qui est la procédure étape par étape. Donc le cas d'usage principal sur lequel on s'est penché cette année était la pose des étiquettes sur les hélicoptères. Qu'on voit sur la gauche aujourd'hui, on a un certain nombre d'étiquettes qui sont positionnées tout au long de l'hélico pour expliquer ce qui doit être fait. Comme vous pouvez voir aussi, même quand vous prenez l'avion, on voit les zones sur lesquelles les mécanos ne doivent pas marcher, par exemple, pour ne pas les casser. Là, on voit le sens de fermeture d'un loquet. Et l'application aujourd'hui est un positionnement réglé pour vérifier qu'on va bien mettre l'étiquette à 12 cm du bord et 30 cm de la fenêtre au-dessus. Donc étiquette par étiquette, l'opérateur vient positionner avec son réglé l'étiquette au bon endroit. Il y a eu une phase de test qui a été faite où on a mesuré un gain de 80% dans le temps de pose des étiquettes en utilisant une solution de réalité augmentée qui permettait finalement de tout de suite visualiser en 3D l'étiquette sur l'hélicoptère et être capable de venir la positionner au bon endroit et donc éviter d'avoir toutes ces mesures réglées étape par étape. Ça, c'est l'expression de besoin de départ qui est assez simple en termes de description, mais qui nécessite finalement de partir sur un long chemin d'industrialisation dans notre contexte Airbus. Donc on était au début d'un long chemin sinueux et dangereux, et le but c'est d'arriver à cette fameuse lunette déployée dans notre environnement. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire déjà définir dans notre contexte Airbus comment on va gérer nos données 3D, nos données complémentaires d'informations pour l'opérateur, de dire voilà dans quelle séquence tu dois réaliser ton montage d'étiquettes, et donc comment on les stocke, comment on s'assure qu'elles sont autant sécurisées que dans le système d'information traditionnel. Donc typiquement, on ne pouvait pas, par exemple, s'autoriser à avoir toutes ces données 3D directement sur la lunette avec un risque d'exfiltration de données. Donc il a fallu réfléchir à comment on pouvait les stocker sur des serveurs, et j'y reviendrai après, s'assurer que ces serveurs sont bien accessibles quand on en a besoin.
Juste derrière, on a eu les enjeux de cybersécurité. Donc amener des nouveaux usages dans un environnement aussi bien civil que militaire, comme Airbus, nécessite de valider qu'on ne va pas amener des nouveaux moyens d'intrusion cyber dans notre environnement. Donc typiquement, ces lunettes HoloLens ou tout autre device qu'on va utiliser dans notre monde de réalité augmentée, réalité virtuelle, il faut vérifier que ce n'est pas le nouveau cheval de Troie qui va permettre de rentrer chez nous. Donc il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été menées chez Airbus, aussi bien sur les lunettes que aussi sur les logiciels qu'on utilise derrière, qui vont permettre aussi d'avoir cet environnement. Donc on voit déjà qu'on commence à être sur des sujets qui sont un peu plus éloignés de l'objectif final, qui est de pouvoir monter des étiquettes avec des lunettes, mais qui sont finalement des prérequis indispensables pour arriver au bout de cette démarche. Il y a une validation aussi de nos équipes Health and Safety, donc tout ce qui est médecin, médecine du travail, de s'assurer que dans le contexte d'utilisation, on allait autoriser nos employés à porter ce genre de choses qu'on n'a jamais connues dans notre environnement. On a eu l'habitude que les gens aient un réglé à la main et peut-être un ordinateur des fois, de se dire tiens, on va vraiment changer leur quotidien avec ces lunettes sur leur tête. Donc est-ce qu'on autorise dans notre environnement que ces gens-là puissent les porter, est-ce qu'il y a des risques pour la santé, etc. Donc il y a une validation qui a été faite aussi sur les types d'usages, c'est-à-dire là on part vraiment d'un complément d'information, donc on n'était pas sur l'employé va porter la lunette pendant 8 heures toute la journée à faire toutes les étapes tout le temps, il va plus être sur du positionnement et de temps en temps il peut reposer ses yeux et passer à la suite. Donc on a eu un certain nombre de recommandations qui ont été éditées aussi, et qui ont permis d'éviter d'avoir des problèmes d'acceptation aussi dans notre environnement Airbus. Bon, une fois qu'on a passé toutes ces étapes, il fallait quand même se concentrer sur le développement de l'application en tant que telle. Il y avait un certain nombre de choses à faire. Et pour ça, on a structuré en interne Airbus une équipe capable de faire du développement logiciel. Donc la solution qu'on utilise là-dessus, c'est vraiment un développement interne Airbus sur un moteur 3D Unity. Et on s'est appuyé sur les compétences qu'on avait tout autour du groupe, autour de nous, donc c'est-à-dire Airbus Avion, ceux qui font les avions que vous pouvez avoir eu l'occasion de prendre, et aussi Defense and Space qui font des satellites ou des avions militaires. Et donc on a monté une équipe de développement en fait partagée entre les 3 entités du groupe Airbus, avec des compétences déjà disponibles et qui avaient déjà fait des développements dans ces équipes-là, pour être capable finalement d'accélérer et de mutualiser des besoins, parce que finalement une étiquette sur un hélico, on peut avoir la même chose sur un avion, donc les enjeux associés peuvent être assez similaires et qui permettent finalement d'aller plus vite que partir aussi sur une phase de recherche de solutions ou de monter des équipes de développement. On a travaillé aussi sur son intégration dans l'écosystème informatique d'Airbus. Donc tout ce qui était interface. Interface en particulier avec mes données sources, comment je récupère automatiquement mes données 3D et je les convertis au même format que ce qu'il me faut pour visualiser dans mes lunettes. Interface aussi avec les systèmes, le MES en particulier, qui donne le déroulé des tâches que doit faire l'utilisateur au quotidien. Le but derrière, il est double. Il est d'éviter finalement d'avoir un usage isolé, mais de vraiment avoir une continuité avec le système d'information traditionnel. Donc que ça soit plus facile à appréhender pour l'utilisateur parce qu'il est dans une continuité de ce qu'il avait l'habitude de faire, mais aussi éviter de la ressaisie d'informations qui existent par ailleurs, et donc fluidifier aussi et réduire le temps de préparation. Ça, c'est important aussi dans l'adhésion au global, de réduire finalement toutes ces doubles travaux, pour montrer que on n'est pas en train de mettre une verrue additionnelle, mais que c'est quelque chose qui est complètement intégré. Donc ça nécessite aussi de comprendre et développer tout ce qu'il va falloir faire pour que chaque application discute entre elles avec toutes les contraintes qu'on peut avoir de la façon dont elles étaient conçues les unes et les autres. J'en parlais tout à l'heure. Pour le data management, la décision qu'on a prise, c'était d'avoir nos données sur nos serveurs et donc le besoin de connecter nos lunettes au réseau informatique. Il s'est avéré que le premier cas sur lequel on fait la pose d'étiquette est dans un building qui est assez ancien et qui n'avait pas une forte connectivité. Donc on a impliqué aussi nos collègues de l'informatique pour aller faire
l'évaluation puis le renforcement de toute l'infrastructure associée, la taille des tuyaux, la connectivité des Wi-Fi, même remettre d'autres points d'accès supplémentaires pour être sûr qu'on n'avait pas un effet limitant sur cet aspect-là. Et puis, alors pas sur ce cas-là, mais sur d'autres cas d'usage qu'on est en train d'étudier, on peut être limité aussi sur le type de la 3D, le format de la 3D qu'on avait en amont. Est-ce qu'on va être capable de la lire et de la convertir avec toutes les informations qui étaient portées dans cette 3D source. Donc ça nous a amené aussi à étudier déjà le fait qu'on soit capable de le lire dans le moteur 3D et est-ce qu'on a besoin de récupérer et de reclasser différemment certaines données qui étaient embarquées avec. Donc ça peut être un long chemin aussi selon l'héritage de 3D, voire même pas de 3D qu'on peut avoir chez Airbus. Et là, on pensait qu'on était au bout du chemin. Mais en fait, on peut avoir aussi, comme le jeu de loi, des échelles qui vont nous permettre soit d'embarquer, d'aller plus vite, d'accélérer, soit de ralentir dans notre long chemin. L'aspect budgétaire, on parle d'innovation dans un contexte industriel avec un gros rythme de livraison. Donc la priorité financière n'est pas forcément sur l'innovation. Donc comment on arrive à la fois à avancer le long du chemin, comme j'ai décrit tout à l'heure, sans encore démontrer qu'on est arrivé au bout, avec un budget supplémentaire pour avancer dans toutes ces étapes-là. Donc ça, c'est un sujet clé à essayer justement de toujours trouver l'équilibre entre je fais des étapes intermédiaires, je démontre une première part de valeur qui me permet d'avancer et de passer à l'étape suivante. La structuration de projet était clé aussi, et elle n'est pas forcément évidente et intuitive en se disant, en fait, je veux faire un truc sympa, je veux une lunette, je veux avancer, mais si on n'a pas un minimum de structure, de se dire avec qui on va travailler, comment on s'organise pour faire bosser l'équipe qui va faire l'interface avec un autre système d'information, on risque d'avoir des freins ou des retards qu'on n'aura pas envisagés. Donc on a vraiment vu des besoins de se projeter dans une structure projet, organisation, planning, le budget qui était tiré vers ça. Et finalement, ça permettait aussi de donner une visibilité par rapport au budget sur on a franchi telle étape dans ma phase de projet, donc c'est normal que je vais passer à ma dépense suivante qui me permet d'arriver au résultat final. Et donc, comment on démontre de la valeur, je vais y arriver en français, au fur et à mesure, être capable justement de faire venir les décisionnaires, de faire venir les utilisateurs finaux devant la machine, de leur faire porter les lunettes. Un des gros enjeux, c'était de montrer que dans notre contexte industriel, on n'était pas en train de parler d'un truc qui existait que sur des planches PowerPoint, mais déjà d'un usage qui était faisable. Donc il y a eu des phases de démonstrateurs, de POC, qui ont permis vraiment de montrer la valeur que ça allait apporter. On a encore le mois prochain une méthodologie japonaise, Gemba Walk. On va faire venir nos managers sur place et leur faire finalement vivre au quotidien ce qui se passe et comprendre l'usage et comment les gens perçoivent et reçoivent cette innovation. Et ça, pareil, permet de sécuriser quelque chose qui est un peu plus du moyen long terme, de s'assurer qu'on aura le temps d'arriver au bout du chemin, finalement. Et puis, il a fallu gérer aussi tout ce qui était ambition des différents intervenants, clients ou contributeurs, de s'assurer que ce cap qu'on s'était fixé, on arrivait à le suivre, et justement de faire toujours, encore une fois, une balance entre les attendus, de se dire, moi, dans mes conditions de test de mon démonstrateur, je m'étais affranchi de toutes ces contraintes, donc ça marchait super bien. Une fois que j'ai rajouté tout ce que je vous ai listé tout à l'heure, il y a des choses qui font que ça ne marche pas aussi bien dans la vraie vie, et il faut venir rediscuter, réaffiner ce cas d'usage. Et en fait, c'était le début du chemin. On pensait qu'on avait fini, mais derrière ça, il faut qu'on s'assure du change management, comment les gens qui vont avoir les lunettes sur la tête vont vraiment les accepter. Donc la user acceptance, c'est quoi leur quotidien? Est-ce que finalement, ils n'ont pas un besoin additionnel qu'on n'a pas vu pendant toute la phase projet et qui est le levier majeur qui va faire qu'ils n'auront qu'une envie, c'est d'utiliser la solution?
Et puis comment au quotidien on organise le support utilisateur, le run, c'est-à-dire est-ce que j'ai des équipes qui sont bien disponibles pendant les horaires de travail de ces utilisateurs pour redémarrer la plateforme ou l'application, pour répondre à des questions. Quelqu'un qui est capable de déterminer entre est-ce que c'est ma lunette qui n'a pas de batterie, ma lunette qui est cassée, l'application qui ne marche pas ou le réseau qui s'est arrêté, enfin avoir toutes ces phases de support au quotidien. Et là on est au bout. Enfin, et là, on apprend que HoloLens ne va pas continuer, donc on va sûrement recommencer l'histoire dans les mois qui viennent. Pour conclure, les enseignements majeurs de, donc on va dire ces 3 ans hein, de ce chemin d'industrialisation chez Airbus Hélicoptère, c'est une balance permanente, comme je le disais tout à l'heure. La première balance, c'est est-ce qu'on part sur une ambition qui est fixée à un objectif assez clair du départ, ou est-ce qu'au fur et à mesure finalement de l'emballement qu'on peut avoir autour du développement, on va avoir des gens qui vont arriver en disant tiens, on pourrait aussi faire ça avec. Il faut en permanence être capable de mesurer le risque, d'englober aussi ça, et potentiellement de se prendre les pieds dans un tapis qu'on n'avait pas vu au départ. Donc il y a toujours un équilibre assez délicat à trouver entre les deux. La deuxième étape, c'est plus dans l'approche projet. C'est est-ce que finalement je pars avec une spec figée et puis on se revoit dans 3 ans et puis on revient avec un résultat et on est peut-être passé complètement à côté, ou est-ce qu'on embarque au quotidien à chaque fois qu'on a un petit bout du contenu, de faire valider qu'on est bien dans le bon sens et itérer et corriger au fur et à mesure. Ça nécessite aussi, finalement cette agilité, elle est vachement plus contraignante. Hein. C'est peut-être pas agilité le meilleur mot dans ce cas-là, mais d'embarquer vraiment les gens et d'avoir finalement des routines, une fréquente interface avec eux pour justement valider toutes ces étapes et être clair sur le contrat de oui, je te montre pas ce qui est au bout, je te montre une étape intermédiaire, il y aura encore d'autres choses derrière. Et puis la dernière étape plus globale, qui est notre quotidien aussi sur les autres usages qu'on peut avoir, réalité augmentée, réalité virtuelle. C'est cette balance entre est-ce que je viens avec une solution en disant prenez-la et puis ça va tout résoudre sans trop savoir vraiment quel cas d'usage on vise. Et ça, donc, bon, on y revient, hein, on se rend compte que finalement on tombait souvent à côté. Donc l'approche est plus de dire, il y a un cas d'usage très clair, très précis, l'étiquette, je sais que je vais amener de la valeur, que je vais gagner du temps. Et donc, avec cet usage-là, comment en face je mets la solution la plus adaptée et qui prend en compte tous les besoins qui étaient autour de ça. Donc ça, c'est vraiment les 3 enjeux qu'on avait identifiés sur tout le déploiement des projets qu'on va continuer à avoir chez Airbus. Ça nous permettra ensuite de faire des étapes vers la suite, hein, vers le thème des 2 jours. Hein, est-ce qu'on peut réintégrer de l'intelligence artificielle, mais qui prendra un certain nombre des contraintes que j'ai listées précédemment? Est-ce que je peux intégrer des données qui viennent de mon IoT, qui a aussi équipé Airbus, et qui vont me permettre d'aller vers du digital twin? C'est sûrement des étapes suivantes, mais il faudra qu'on garde à l'esprit ce qu'on vient de lister là, je le fais pour quelle valeur, quelles sont les règles que je dois respecter, etc. Donc c'est un peu Monsieur Jourdain, finalement, le digital twin, on en fait déjà un peu sans le savoir. Et il va falloir juste qu'on se positionne sur l'endroit où on pense que ça sera le plus efficace pour Airbus. Merci à tous.